Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire du lundi 18 octobre 2021. Alors aujourd'hui, on va aborder ce thème qui impacte de plus en plus les marchés, qui est la crise énergétique. Une crise énergétique sans précédent qui se répercute de plus en plus sur les marchés à l'aube d'un hiver qui s'annonce rude et donc une crise énergétique qui pourrait s'aggraver. C'est donc notre focus de la semaine. On va également, lors de cette présentation, très brièvement euh, aborder le tapering, hein. On a eu des chiffres récemment de l'inflation et on va terminer par le Bitcoin. On va s'intéresser aux institutionnels, hein, notamment qui interviennent sur le Bitcoin, car effectivement, aujourd'hui, on devrait donc voir apparaître le premier ETF sur les contrats à terme Bitcoin. Donc, c'est d'actualité. Alors, avant de débuter ce point hebdomadaire, avant d'enchaîner sur la crise énergétique, nous allons commencer par le traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Alors, les top news de ce début de semaine, crise énergétique qui affecte presque tous les aspects de l'économie et des marchés financiers, une crise qui pourrait s'aggraver étant donné que tout le monde s'attend à un hiver rude, donc hiver rude en perspective. Et on notera donc, concernant l'inflation, que la reprise économique pourrait ne pas être en mesure de faire face à l'énorme augmentation des coûts, hein, d'où les inquiétudes liées à la croissance, aux tensions inflationnistes. On notera que la politique monétaire américaine dépendra non seulement du marché du travail, mais également de cette pression sur les prix. Concernant les crypto-monnaies, de retour en hausse avec un Bitcoin aux portes de ses records historiques, cela peut être lié à la faible confiance dans le dollar en cas de nouvelle crise, mais aussi à l'autorisation par la SEC du premier ETF Bitcoin, hein. Concernant la faible confiance, il faut savoir que la monnaie repose sur de la confiance, hein. Donc, c'est un peu également le principe, hein, des crypto-monnaies. Il y a justement ce principe de confiance sans intermédiaire, sans tiers de confiance, justement, de par la blockchain. Et donc, on commence à perdre confiance au dollar américain et cela favorise grandement les crypto-monnaies. Et en plus de ça, cette autorisation de la SEC pour le premier ETF sur contrat à terme Bitcoin, hein, c'est important, pas sur le spot, qui devrait voir le jour aujourd'hui. Et donc, forte augmentation des matières premières énergétiques, comme on peut le voir ici. On retrouve plusieurs matières premières énergétiques, le gaz naturel américain, le gaz naturel du Royaume-Uni. On retrouve également les charbons ici, le Brent et les émissions de CO2, hein, donc les contrats pour avoir le droit d'émettre du CO2. Donc voilà pour les principales informations en ce début de semaine. On va passer donc, on va aborder l'inflation américaine. Est-ce que cette inflation a atteint son pic? Une inflation qui est favorisée par la hausse des matières premières énergétiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs facteurs à cette crise énergétique. Il y a tout d'abord les politiques actuelles de transition, les politiques qui ont entraîné les politiques climatiques de ces dernières années, qui sont le facteur de long terme qui pourrait expliquer la crise énergétique. Cela a entraîné un coût élevé des permis d'émission de CO2 et donc on a abandonné les centrales électriques conventionnelles. L'année dernière, on a eu aussi une situation plutôt exceptionnelle. On a eu justement une augmentation de la demande d'énergie pendant l'hiver et donc on a eu des stocks extrêmement bas. On a eu une demande de production qui était basse également parce qu'il y avait des restrictions. Par la suite, on a eu un été chaud, des problèmes d'approvisionnement qui ont rendu difficile la reconstitution des stocks. Donc un hiver qui a épuisé les stocks, un été qui n'a pas permis de reconstituer les stocks et des prévisions météorologiques qui annoncent un nouvel hiver rigoureux. Donc une situation qui pourrait être critique. On va parler des niveaux de stock de gaz naturel lors du prochain slide. De son côté, la Chine garde toujours en place une interdiction officieuse d'importer du charbon d'Australie et donc elle se retrouve privée d'une importante source d'approvisionnement, sa plus importante même. Et en parallèle, il y a des inondations en Chine qui ont entraîné la fermeture de 60 mines de charbon peu après que les autorités avaient ordonné à 72 000 d'augmenter leur production. Alors, à l'heure actuelle, en Chine, on ne tient plus compte des limites environnementales. Alors, ce graphique de droite pour vous montrer la transition suite aux nouvelles politiques climatiques, c'est un panel, un éventail énergétique qui est en train de changer, qui se métamorphose au fil des ans. On retrouve toutes les sources d'énergie. Donc, ce qu'il faut savoir,
c'est que cela crée certains problèmes. Donc, bon, tout d'abord, ce qui est représenté ici, on a tout ce qui est énergie issue du vent, énergie solaire, on a le charbon, pétrole, le nucléaire, l'énergie, les sources issues de l'eau. Nous avons également les bioénergies et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, on retrouve des difficultés dans ces sources d'énergie renouvelable. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de vent au Royaume-Uni, cela pose un problème concernant les sources d'approvisionnement. Ou bien, nous en avons parlé, lorsque le niveau des eaux est très faible en Norvège, cela transfère la demande des énergies renouvelables vers les demandes énergétiques, les demandes d'énergie plus traditionnelles. Et donc, certains pays rencontrent des problèmes à l'heure actuelle, comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. Nous allons en parler un peu plus loin, mais tout d'abord, nous allons parler de l'Europe. Voyez ici les différentes sources, la part des énergies dans les différents pays européens. Par exemple, en Allemagne, la part du gaz dans la production d'énergie est plutôt faible, elle est entre 5 et 15%. Faut savoir qu'en Europe, d'une manière générale, Europe occidentale, on est fortement dépendant du vent. Les sources d'énergie renouvelable proviennent principalement du vent, par la suite du soleil, mais également des sources hydro comme l'eau, comme en Norvège, nous en avons parlé. S'il y a des pénuries, les turbines à vapeur, à gaz et à charbon sont remises en service. Donc concrètement, lorsqu'il y a des problèmes dans les sources d'approvisionnement en énergie renouvelable, la demande se transfère vers les sources d'énergie traditionnelles. Alors à présent, on va s'intéresser au stock. Nous avons sur la gauche un graphique qui va représenter les stocks de gaz en Europe, et sur la droite, on retrouvera les stocks de gaz en Allemagne. Différentes années selon les couleurs. Alors en Europe, les réserves de gaz sont remplies à environ 76%. On est avant la saison au cours de laquelle on puise dans les stocks. Donc les stocks devraient se réduire considérablement. Normalement, à cette époque-là, on doit reconstituer les stocks. Vous voyez, c'est une période au cours de laquelle les stocks se redressent considérablement. On est en dessous de la moyenne de 5 ans, et donc ce que l'on attend, on attend des stocks qui devraient être pleins à 80, voire 85%. Ce n'est pas dramatique pour le moment, mais il y a des pays comme l'Allemagne qui ont des niveaux de stock extrêmement bas à l'heure actuelle. Et pour ces pays-là, pour l'Allemagne par exemple, l'hiver sera crucial. Si les températures sont trop basses, le gaz stocké devra être utilisé pour le chauffage et non pour la production d'électricité. Et donc, on assiste et on continuera d'assister à une augmentation de la demande à court terme de gaz naturel, et cela entraîne de gros problèmes pour les entreprises, pour l'industrie. Comme en Espagne, des usines risquent de suspendre leur production jusqu'à la fin de l'année parce qu'on a une augmentation des coûts. Cela réduit considérablement les marges et donc la production n'est plus rentable. Donc voilà le problème, la crise énergétique sans précédent à laquelle on fait face à l'heure actuelle. Ici, on retrouve les stocks de gaz naturel en Allemagne selon les années. On voit que cette année-là, on est vraiment en dessous des années précédentes. Ça reflète ici le niveau extrêmement bas des stocks de gaz en Europe, même si la situation allemande est beaucoup plus grave. Donc voilà pour comprendre les différents facteurs de cette crise énergétique. On a cette transition, ces nouvelles politiques climatiques qui ont été mises en place. Ça, c'est le facteur de long terme. Et on a ici l'hiver dernier qui n'a pas et qui a ramené des stocks à des niveaux extrêmement bas, et l'été n'a pas permis de reconstituer ces stocks. Et donc, si on fait face à un hiver rude, la situation ne fera qu'empirer au cours des prochains mois. Alors à présent, est-ce que la Russie fait partie du problème ou est-ce que la Russie fait partie de la solution? On a appris dernièrement que la Russie avait assuré qu'elle allait augmenter son offre de gaz naturel en provenance d'Europe. Alors on pouvait lire récemment que les installations de stockage de gaz étaient presque vides en Allemagne. Ce sont des entrepôts qui appartiennent à Gazprom et qui ne disposent pas d'une grande quantité de gaz. Alors est-ce que la Russie a réellement limité ses exportations? Pas du tout. Il faut savoir que Gazprom, en atteste le graphique de gauche, exporte une quantité record de gaz vers l'Europe. Ici, vous retrouvez Gazflow de la Russie à l'Europe. Donc, les exportations de gaz en provenance de Russie afin d'alimenter l'Europe. Et voyez ici, nous sommes réellement à des niveaux records. Donc,
Malgré le fait qu'il y ait ces installations de stockage de gaz presque vides en Allemagne, des installations qui appartiennent à Gazprom, c'est tout simplement parce que l'Allemagne n'a pas eu le temps de reconstituer ses stocks. C'est ce que l'on disait juste avant. Euh, et d'autres pays, comme notamment le Royaume-Uni, ont de très petites installations de stockage de gaz. Donc c'est vraiment un problème. Il y a également ce problème d'un côté de stockage et ce problème de reconstitution de stock, des reconstitutions qui n'ont pas été possibles face à un été qui a été très énergivore. Donc voilà pour ce débat concernant la Russie. Donc concernant l'état des stocks en Europe, on connaît à présent la situation. On va s'intéresser à l'Asie, on s'y intéresse depuis très longtemps concernant le gaz naturel. On a des stocks de charbon au plus bas depuis 2005. Donc une situation qui se reflète ici sur ce graphique. Et à l'heure actuelle, la quantité de charbon disponible ne permettrait que de tenir pendant 2 semaines, s'il n'y a pas de nouveau réapprovisionnement. Et c'est donc la plus courte durée d'autonomie depuis 5 ans. Ces faibles niveaux des stocks en Chine, c'est le résultat de cette interdiction qui est officieuse d'importer du charbon en provenance d'Australie, et donc cela met la Chine en grande difficulté. Une Chine qui souhaite augmenter sa production intérieure, mais qui est confrontée à des inondations. Nous l'avons dit, les autorités chinoises avaient ordonné, donc voulait augmenter sa production intérieure, mais malheureusement, elle a été obligée de fermer des mines de charbon à cause des inondations. Et donc, face à tous ces problèmes-là, la Chine ne se préoccupe plus des problèmes environnementaux. Le but est d'extraire à tout prix, même les matières premières les plus polluantes. Donc voilà du côté de la Chine. Donc maintenant, comment le pétrole peut en bénéficier? Parce qu'il faut savoir que en Asie, on fait face à une situation qui est complètement insensée. On peut le voir ici sur ce graphique de gauche. On a des prix du gaz qui ont largement dépassé ceux du pétrole. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Asie sera obligée d'acheter du gaz, étant donné qu'elle a très peu de centrales électriques qui fonctionnent au pétrole lourd. Donc, concrètement, on a des pays face à la hausse des cours du gaz naturel qui se tournent vers le pétrole et le charbon, ce qui entraîne également une hausse des prix de toutes ces matières premières, que ce soit le pétrole ou le charbon. Et l'OPEP, face à ce contexte-là, estime que pour le moment, ces cours du gaz naturel très élevés ont entraîné une augmentation de la demande de pétrole de 0,5 million de barils par jour. Ça, c'est selon l'OPEP. Donc on le voit, ces transferts de demande qui profitent au pétrole, même si l'Asie aura du mal donc à céder du pétrole pour surmonter cette hausse des cours du gaz naturel. De son côté, JP Morgan voit beaucoup plus large et estime que la demande de pétrole brut pourrait augmenter de 0,8 à 0,9 millions de barils par jour. L'IAE, de son côté, prévoit une augmentation de la demande de 0,5 millions de barils par jour au 4e trimestre et de 170 à 200 barils par jour tout au long de l'année. Alors, face à cela, de nombreux pays ont annoncé libérer leurs réserves stratégiques. Je pense à la Chine et aux États-Unis, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour faire face à un hiver rude. Donc voilà pour comprendre les différents facteurs de cette crise énergétique, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme. Voilà pour comprendre pourquoi cette crise énergétique profite à moindre mesure pour l'Asie, pour la Chine, c'est quelque peu différent, mais profite d'une manière générale à l'or noir. Alors, à présent, on va... alors, c'est ce que j'avais fait pendant le débat du salon du trading. J'avais parlé de cette crise énergétique et j'ai proposé des entreprises qui exploitent le gaz naturel. Car effectivement, on peut être réticent à investir dans des contrats sur les matières premières, comme le gaz naturel ou le cuivre, par exemple, parce que ce sont des matières premières très volatiles. Ça peut paraître assez spéculatif, mais il y a possibilité de s'exposer à ces matières premières-là à travers des actions. Et ici, vous retrouverez une liste d'actions qui ont clairement performé, qui ont profité, étant donné qu'ils exploitent le gaz. Ce sont des entreprises qui exploitent le gaz, et donc la valeur de ces actions a profité de la hausse des cours du gaz naturel.
Donc voici les performances annuelles, hein. On a Devon Energy Corporation qui se hisse à la première position avec 150% en annuel. Et donc vous avez une liste de 7 entreprises américaines, 5 entreprises européennes. Première position, Royal Dutch Shell, qui a profité et donc qui a progressé de 41% en annuel, suivi de près par Gazprom. Gazprom qui a profité de 75% en annuel. Donc voilà pour ces entreprises-là, ces actions qui profitent de la hausse du gaz naturel. On retrouvera ici graphiquement également XLE, hein, XLE donc, qui est un ETF de matières premières énergétiques. On le retrouve en vert, en rouge et vert. Et petite parenthèse d'ailleurs, hein, il y a demain une formation en ligne. Vous pouvez vous y inscrire, c'est complètement gratuit. Vous retrouverez donc un lien en description de cette vidéo. C'est demain. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les 3 mois environ avec différents intervenants, différents thèmes. N'hésitez pas à vous y inscrire. Je vous mets un lien en descriptif de cette vidéo. Ce sera demain, événement à ne pas manquer. Donc voilà pour ces entreprises qui exploitent le gaz. On les retrouve également d'une manière plus large sur la plateforme Xstation 5. Hein. On retrouve ici le secteur de ces entreprises. Donc n'hésitez pas également à les retrouver directement sur la plateforme Xstation 5. Alors on passe à présent très rapidement au tapering. Est-ce que ce tapering aura lieu, quelles que soient les données économiques? C'est la question que l'on se pose à l'heure actuelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a pris connaissance de l'inflation aux États-Unis à 5,4% en glissement annuel. L'inflation corps reste à 4%. Les données du marché concernant le marché du travail américain montrent encore une fois que les Américains ne veulent pas retourner au travail. Hein. C'est un phénomène que l'on constate depuis plusieurs mois. Mais la Fed n'aura pas le choix et elle sera obligée d'entamer son processus de tapering. Alors, le consensus de marché table pour un tapering à la mi-novembre ou à la mi-décembre. C'est ce qu'il faut garder en tête, mi-novembre ou mi-décembre pour le tapering. Et donc, concrètement, il y a une nécessité de réduire les achats d'actifs en raison de la crainte que l'inflation devienne structurelle. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la remontée potentielle des rendements obligataires dans un contexte d'inflation n'est pas nécessairement négative pour l'or. C'est pour cela que l'on a un biais haussier sur l'or à moyen terme. On en a beaucoup parlé. On attend par contre un repli de l'or très prochainement, peut-être. L'or qui pourrait aller chercher un support avant de repartir à la hausse et dans une nouvelle dynamique haussière qui lui permettrait d'entamer un nouveau rallye. Donc ce sera une situation qui sera favorable pour le métal jaune, même si pour le moment il a rejeté le franchissement des 1800 dollars l'once. Donc voilà concernant l'inflation, un sujet que l'on a abordé à maintes reprises avant l'été. Hein, nous avons commencé à aborder ce sujet et ça restera d'actualité au cours des prochaines semaines. Les deux thèmes à maîtriser, à garder en tête pour intervenir sur les marchés à l'heure actuelle sont la crise énergétique et l'inflation. L'inflation, qui dit inflation, dit tapering, bien entendu. Crypto-monnaie, intérêt croissant des institutionnels. Et je pense que ce sera l'un des thèmes de cette semaine également, depuis notamment l'autorisation par la SEC du premier ETF sur Bitcoin, ETF qui se base sur les contrats à terme sur Bitcoin. Alors, on a un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels. Hein, donc, ce que l'on sait, c'est que la semaine dernière, les instituts ont investi plus de 200 millions de dollars dans les crypto-monnaies, la grande majorité dans le Bitcoin. On peut le voir ici, le Bitcoin qui est représenté en noir, qui s'accapare la grande majorité des flux. Il y a eu une légère augmentation pour Cardano et concernant Ethereum Polkadot, c'est en léger retrait. On retrouve la répartition ici. Alors, d'un autre côté, la hausse des cours de l'or de la semaine dernière n'a pas convaincu les ETF. Les ETF continuent de se retirer du métal jaune. Et donc, on pourrait avoir un afflux, une poursuite de cet afflux de capitaux vers les crypto-monnaies parce qu'il y a des inquiétudes concernant l'inflation structurelle. Donc, une hausse qui pourrait être alimentée davantage avec de nouveaux afflux de capitaux, des afflux de capitaux qui proviendraient de l'or et qui donc se redirigeraient vers les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, et notamment avec cet ETF Bitcoin qui a été autorisé par la SEC. Cela devrait renforcer davantage ce phénomène. Donc voilà pour le Bitcoin.
Je tenais à faire un point là-dessus parce que nous sommes à quelques jours, voire quelques heures d'un nouveau record historique pour le Bitcoin. Et c'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette vidéo hebdomadaire. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.